Merci d'être venus nombreux, comme d'habitude. Vous m'entendez bien là? Ça marche, oui. Donc, ce soir, nous allons parler de la Lune, et en particulier, enfin, tout ce qu'on peut y faire de beau, mais avec, si possible, un certain nombre de règles pour que ça soit fait dans le respect pour les générations futures, hein, le respect de ce site tout à fait exceptionnel. Alors c'est vrai que c'est un peu comme l'Antarctique. L'Antarctique, il y avait les Anglais et les Norvégiens là, qui se tiraient la bourre pour aller planter le drapeau. Ils ont planté leur drapeau, et puis après, pendant 50 ans, il ne s'est pratiquement rien passé, ou très peu de choses. Et puis au bout de 50 ans, les scientifiques ont eu plein d'idées, on y est revenu doucement. Et aujourd'hui, il y a foule, presque. Il y a même quelques touristes. Mais c'est pareil, l'Antarctique, ça a été fait selon des règles. Il y a un traité de l'Antarctique qui régule les activités sur ce continent. Ben, la Lune, c'est un peu pareil. Voilà. Et donc, alors, très vite, en fait, le comité des activités spatiales, le COSPAR, s'est préoccupé de la question et a émis un certain nombre de règles. Je crois que ça date de 40 ans, 1984, je crois. Ces règles sont assez strictement suivies et elles sont constamment revues en fonction des corps célestes qu'on souhaite visiter et en fonction des missions. Et donc, il y a des mises à jour sur ces réglementations. Voilà, et c'est dans un cadre international, de façon à ce que tout le monde participe à l'élaboration de ces règles et après les suive. Donc ça, c'est un point très important. Et alors, justement, notre orateur, Michel Blanc, est un membre très actif au COSPAR. Et donc, c'est assez naturellement qu'il est tout indiqué pour nous parler de ces aspects-là ce soir. Sur le plan plus récemment, il y avait un colloque qui était organisé par l'Académie de l'air et de l'espace à Turin, qui traitait aussi de l'exploration spatiale. Et dans les thèmes qui étaient retenus à l'époque, il y avait un thème spécifique sur la Lune, qui est la première étape vers l'exploration des autres planètes. Et donc là aussi, ça a donné l'idée, effectivement, de cette conférence. Un certain nombre de recommandations ont été émises à l'issue de ce colloque, qui avait lieu donc à Turin en mai 2023, donc tout récemment. Voilà, donc c'est un sujet d'actualité, avec effectivement des missions lunaires qui se profilent, peut-être pas aussi vite que ce qu'on avait pensé, et puis Mars, c'est peut-être aussi un peu plus long, mais il faut s'en préoccuper. Donc c'est l'objet de cette conférence ce soir. Michel Blanc, qui va nous la faire, était maintenant un peu à la retraite, mais c'est une retraite très active. On n'est pas à la retraite à 60 ans, ni même à 65 ans, chez les scientifiques, et donc il est toujours extrêmement actif. Il est chercheur émérite à l'IRAP, qui est l'Institut de recherche en astrophysique et en planétologie, qui est situé à côté du CNES et de l'Université Paul Sabatier, et qui est une partie importante. C'est un des plus gros laboratoires associés à l'Observatoire Midi-Pyrénées. Voilà, donc l'orateur est toulousain de ce point de vue-là. Voilà. Mais il a aussi plein d'autres activités. Donc j'ai mentionné ses activités au COSPAR. C'est lui qui est un des principaux organisateurs du colloque l'année dernière à Turin. Et également, il est professeur invité au Centre spatial des sciences spatiales de l'Académie de Chine, à Pékin. Donc il va de temps en temps voir aussi les Chinois. C'est dire aussi que les activités spatiales sont essentiellement des activités de coopération dans le monde entier. Et donc c'est une particularité rare en fait, et qu'on cherche à préserver au maximum. Voilà, donc il est bien sûr, Michel Blanc est l'auteur de nos très nombreuses publications, 150 je crois. Il fait des conférences un peu partout. Il a participé à de nombreux ouvrages. Il a même participé, je crois, à un film, si mes souvenirs sont bons.
Voilà, donc sans plus attendre, je vais lui laisser la parole. Ça se passe comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a pendant à peu près 1 heure de présentation, et puis après, l'Assemblée peut poser des questions directement, et Michel tâchera bien sûr d'y répondre en détail. Juste dernier rappel, cette conférence est organisée par l'Académie de l'air et de l'espace en partenariat avec la Médiathèque, donc qui nous héberge ce soir, et également la Cité de l'Espace et les Amis de la Cité de l'Espace. Voilà, et bien sans plus tarder, je passe la parole à Michel. Merci beaucoup Alain pour cette introduction. Bonjour à tous, bienvenue dans cette soirée consacrée à l'exploration de la Lune. Donc je vais partir un petit peu de l'histoire. Vous vous souvenez que certains d'entre vous, je pense comme moi, devaient être un certain jour de 1969 devant leur télévision pour regarder l'atterrissage du premier homme ou des premiers hommes sur la Lune. Nous sommes quelques années après. Et maintenant apparaît l'idée qu'on va revenir sur la Lune et on va y revenir de façon plus intensive, plus organisée peut-être, avec plus de monde, avec plus de moyens et avec beaucoup plus de nations. Donc c'est un petit peu cette perspective que je vais vous raconter ce soir. Vous voyez ici qu'on a déjà touché la Lune sur un grand nombre de points. Le dernier posé, en fait, a eu lieu en juin dernier. C'était le 1er juin, si je me souviens bien. La sonde Chang'e 6 de la Chine s'est posée sur la face cachée de la Lune, ici, et a ramené un échantillon, le premier échantillon de la face cachée. Il se trouve que notre laboratoire, l'IRAP, était à bord et que nous avons posé sur la Lune un instrument qui a mesuré les émanations de radon pendant environ 40 heures à la surface de la Lune. J'étais moi-même d'ailleurs en Chine à ce moment-là et participé à cette opération. Donc ça c'est le passé, même très présent, très proche, mais la perspective c'est au fond qu'on va intensifier l'exploration de la Lune. On est actuellement dans une exploration robotique, on va passer à une présence permanente de robots observant la Lune. Et puis on peut imaginer après que pour rester sur la Lune, on va commencer à utiliser les ressources de la Lune et finalement installer les hommes de façon durable. Ça, cette image, c'est la roadmap pour l'exploration de la Lune qui a été faite par le International Lunar Exploration Working Group. Donc allons un petit peu plus loin dans justement cette perspective. D'Apollo, que nous avons vécu donc il y a quelques décennies, jusqu'à Artemis, la sœur d'Apollon, donc le grand programme américain. Est-ce que ça va être le grand retour sur la Lune? Nous nous souvenons de cette épopée évidemment fantastique d'Apollo, mais quelle est la suite? Est-ce un retour durable et soutenable? Et c'est un peu la question que nous nous sommes posée au niveau de l'Académie. Est-ce que ça va être encore une fois un enthousiasme qui va durer 10 ans? Et puis après, tout ça va retomber. Comme ça a été le cas avec Apollo, je dois dire qu'à partir de 72, le programme Apollo s'est arrêté. Et beaucoup de gens, dont moi, nous avons été finalement très frustrés, très déçus que ça ne continue pas. Donc, est-ce que cette fois-ci, cet élan va être durable? Est-ce qu'il va être soutenable en termes de ressources? Et qu'allons-nous faire sur la Lune? Mais j'allais poser une question de plus, encore plus importante. Que voulons-nous faire de la Lune? Parce qu'à partir du moment où nous nous installons sur la Lune, où des hommes s'installent sur la Lune avec des activités permanentes, il faut savoir ce que l'on veut faire de la Lune elle-même, de son environnement, pour les générations futures. Les perspectives sont bien sûr très différentes des années Apollo. Pendant toute la phase qui a consacré Apollo et ses successeurs, il s'agissait simplement d'activités d'agences spatiales, essentiellement les grandes agences spatiales, bien sûr la NASA et puis l'agence soviétique à l'époque, pour explorer la Lune. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de ce que l'on appelle le New Space, le nouvel espace. Ça se caractérise par un certain nombre d'éléments. Un élargissement du cercle des agences à des pays émergents qui maintenant s'engagent dans l'espace, qui consacrent des moyens au spatial. Des acteurs privés, bon, bien sûr, tout le monde pense à Elon Musk, mais il n'est pas le seul. Il y a une économie privée qui se développe très rapidement aux États-Unis, et je peux vous dire que la même chose se produit en Chine, même si on en parle moins. Et la coordination entre tous ces acteurs,
on l'a qualifiée gentiment de faible. Elle est en effet très faible, pour ne pas dire inexistante. En fait, si on continue comme ça, chacun va faire ce qu'il veut dans son coin, sans trop regarder les interférences, ça pose des problèmes. Donc, on va regarder un petit peu dans ce contexte, eh bien, quels sont les programmes. Tout d'abord, le programme Artemis. Donc, c'est un premier grand club qui est conduit par les États-Unis, donc avec la NASA, bien sûr. Vous voyez qu'il réunit un très grand nombre de pays, essentiellement des pays occidentaux, mais pas seulement, mais aussi beaucoup de pays africains. Et Artemis, c'est un accord international pour revenir sur la Lune avec un programme ambitieux. On va poser d'abord des hommes et des femmes. Le premier posé, ce sera une femme. Et ensuite, on va progressivement développer des infrastructures d'exploration de la Lune. Donc ça, c'est le programme qui est conduit par les États-Unis et donc par la NASA. Et puis, je dirais, en parallèle, il y a une initiative chinoise qui s'appelle International Lunar Research Station, donc la station de recherche, je dis bien, donc orientée recherche vers la Lune. Pour l'instant, il s'agit d'un programme entièrement robotique. L'idée, c'est de développer un et des laboratoires de recherche qui vont étudier la Lune et étudier l'univers et la Terre depuis la Lune, sous leadership chinois. Et la Chine a beaucoup cherché, bien sûr, à ne pas faire de cela une aventure isolée. Et donc, actuellement, ils ont progressivement élargi leur partenariat international. Voilà la liste actuelle des pays, mais je pense qu'elle va s'élargir. Et le premier pays qui a participé, et je précise que c'était avant l'invasion de l'Ukraine, c'est la Fédération de Russie. Donc cette affaire est partie dans un partenariat avec la Chine et la Russie, dans lequel, il faut bien dire, j'en suis témoin, la Chine fournit l'essentiel des moyens. Mais petit à petit, il y a un élargissement assez significatif, et les Chinois souhaitent vraiment que cette affaire soit internationale le plus possible. À côté de cela, il y a aussi des initiatives, j'allais dire, individuelles ou nationales, dont le Japon a réussi à poser un atterrisseur en janvier 2024, donc il a aujourd'hui l'autonomie pour aller sur la Lune et pour faire de la science sur la Lune. Et de la même manière, un peu plus tôt, l'Inde, avec Chandrayaan 3, et après un premier échec, a réussi à se poser en août 2023. Donc des nations de taille importante et moyenne ont aujourd'hui la capacité de se payer, si je puis dire, un programme lunaire. Et donc tout ça va se coordonner, interférer, donnant une perspective tout à fait différente à l'exploration de la Lune. Voilà une idée de l'ampleur du mouvement. C'est un petit diagramme, évidemment, je ne vais pas vous demander de lire toutes les lignes, ça n'a aucun intérêt, mais il faut lire ça. Il y a dans la perspective donc 2024-2033, donc juste pour les 10 prochaines années, 155 missions dont il est prévu qu'elles se posent sur la Lune et qu'elles opèrent ou qu'elles orbitent autour de la Lune. Donc vous voyez que c'est un volume d'activité extrêmement important et qu'il mérite, c'est le moins qu'on puisse dire, coordination. Du point de vue économique, on peut aussi parler d'un marché de l'exploration. C'est le cas en particulier des pays qui jouent le jeu du développement privé, donc les États-Unis et aussi en partie la Chine. Donc c'est pareil, ce marché d'exploration, je ne vais pas le regarder dans le détail, mais je vous invite à lire juste quelques chiffres ici. Donc le budget total de l'exploration aujourd'hui et dans les années à venir, c'est à peu près 34 milliards de dollars, avec 65% pour les États-Unis, 19% pour la Chine, donc vous voyez qu'il y a le deuxième opérateur, 6% pour l'Europe, c'est-à-dire pour l'Agence spatiale européenne, et puis après des plus petites participations, le Japon 2%, la Russie 1,5%. C'est réparti en fait entre l'exploration lunaire, l'exploration de l'espace plus lointain, le vol habité, et puis bien sûr l'astronomie depuis l'espace. Donc voilà, on est dans ce mouvement, et bien entendu, cette vague nouvelle d'exploration, eh bien, il faut la coordonner de manière à en tirer les meilleurs fruits. Et c'est pour ça que notre académie a commencé à lancer une réflexion sur le thème de finalement la préservation de l'environnement lunaire, préservation dans l'intérêt de la protection de cet environnement pour les générations futures. Mais bien entendu,
sans avoir l'idée d'arrêter l'exploration. Il faut explorer, mais il faut explorer de façon vertueuse. Et notre proposition que je vais parcourir avec vous ce soir, c'est cette idée de décliner un triptyque. Comprendre la Lune, pour moi scientifique bien sûr, c'est la première chose à faire. Comprendre la Lune avant de s'y implanter et pendant qu'on s'y implante. La Lune est un objet de recherche fantastique, comme je vais vous l'expliquer dans un moment. Comprendre pour l'utiliser, bien sûr. On va utiliser la Lune, on va, certains d'entre nous, vivre sur la Lune, vivre des aventures scientifiques et autres sur la Lune. Et puis en même temps, eh bien, il faut dès le départ envisager que cette nouvelle vague d'exploration de la Lune, elle sera tenue de préserver la Lune. Et donc c'est ce triptyque, comprendre, utiliser, préserver, auquel nous avons réfléchi à l'Académie de l'air et de l'espace, et qui a été discuté en particulier lors du colloque de Turin, c'était en mai 2023, que Alain Delef a présenté dans l'introduction. Donc, première chose, comprendre. Donc, je vais vous parler un petit peu, bien sûr, de la Lune en tant qu'objet scientifique, pour vous dire que c'est un objet absolument fantastique. Ça fait longtemps qu'on étudie la Lune, mais le début de l'étude scientifique de la Lune, je dirais, c'est vraiment Galilée. C'est Galilée et le premier instrument d'exploration, finalement, le premier véhicule spatial qu'a inventé l'homme, c'est le télescope. Galilée, en 1609, avec son télescope Flandre 9, qui venait d'adapter à l'observation astronomique, a pointé son instrument vers la Lune, et il a fait ses croquis. Et ici, je voulais vous lire simplement ces quelques phrases, traduites évidemment de l'original. Hein. On peut reconnaître que la surface de la Lune n'est pas parfaitement uniforme et exactement sphérique, comme le croyait une armée de philosophes, mais tout au contraire inégale et irrégulière, présentant des cavités, des protubérances, non différentes de la face de la Terre, qui est recouverte de place en place par les crêtes des montagnes et les creux des vallées. Donc ce petit texte, il est important parce qu'il montre que Galilée fait un pont entre la Terre et la Lune. Il comprend que la Lune, c'est une autre Terre, d'une certaine manière, mais c'est la première fois que c'est écrit quelque part. Et il lance cette idée que c'est un objet qu'on étudie comme les autres et qui est quelque part la sœur de la Terre. Donc cette connexion Terre-Lune dans la science, elle est évidemment essentielle. C'est Galilée qui l'a lancée. Galilée, évidemment, a fait de magnifiques observations. Regardez la valeur vraiment poétique de ces dessins qui sont dans son livre, Nuntium Celestius. Et le message que je voulais partager avec vous, c'est celui-là. Nous allons explorer la Lune. Beaucoup d'entre nous, dans les générations à venir, je pense, vont explorer la Lune, vont se poser sur la Lune. Mais faisons en sorte que nos descendants, dans 4 siècles, c'est le nombre de siècles qui nous séparent de Galilée, puissent tout autant admirer le spectacle céleste que nous offre notre satellite le soir quand nous voulons rêver du monde qui nous entoure. Donc voilà un petit peu le propos. Et la première chose, bien sûr, quand on est scientifique, c'est de comprendre la Lune dans un contexte plus large. Aujourd'hui, on explore l'ensemble du système solaire, et donc on sait, pour l'exploration que l'on en fait, que la Lune est un objet parmi une famille d'objets. Mais en même temps, c'est un objet unique. Donc vous avez ici le portrait de famille des lunes du système solaire. Bon, il en manque peut-être quelques-unes, mais je pense que, en tout cas, il y a les grandes. Et donc vous voyez que la plupart des lunes, elles sont en fait autour des planètes géantes. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mais même Pluton-Charon, c'est un système qui ressemble beaucoup au système Terre-Lune. Si on regarde en détail, eh bien, évidemment, le système qui a été le plus exploré et qui est en train d'être exploré, c'est le système de Jupiter ici, puisque plusieurs missions actuellement sont en train d'explorer le système de Jupiter. Juste avant, il y a eu l'exploration de Saturne avec Cassini-Huygens, qui nous a permis de découvrir la lune Titan. C'est la seule lune du système solaire qui a une atmosphère. Et maintenant, on s'est lancé dans un grand retour vers Jupiter avec la sonde Juno. Je travaille actuellement sur le DNA de Juno avec toute l'équipe de l'IRAP qui se consacre à l'exploration des planètes géantes. On a fait des survols de la lune Io il y a juste quelques mois.
Ensuite, nous savons que JUICE, qui a été lancé en 2023, va arriver en 2031 avec pour destination Ganymède. Ensuite, Europa Clipper, une mission de la NASA qui a été lancée très très récemment, le 14 octobre de cette année, est en route vers Europe. Et puis, nos amis chinois complètent le tableau, puisque avec la mission Tianwen-4, qui est en cours de définition actuellement, et qui devrait être lancée vers 2029-2030, on va explorer aussi la 4e des grandes lunes galiléennes de Jupiter. Donc, bien sûr, vous voyez que toutes ces lunes sont assez différentes, mais surtout, ce qui frappe, c'est que ces grandes lunes, elles sont de la même taille que notre lune, qui est vue ici, mais par rapport à leur planète, elles sont toutes petites. Alors que le système Terre-Lune, ici, il est vraiment unique par le fait qu'il joint deux objets, la Terre et la Lune, qui sont de taille comparable. Et ça, c'est unique dans le système solaire. Et ça, bien sûr, ça demande une petite explication. En même temps, eh bien, les lunes, on sait qu'il y en a plein dans le système solaire, donc et on va les explorer avec enthousiasme et profondeur. Mais en même temps, on est aussi peut-être très très près d'une autre nouvelle révolution. Eh bien, en effet, peut-être on va bientôt découvrir la première exolune. Donc, une lune autour d'une exoplanète. C'est tout à fait naturel de penser ça. Les lunes de notre système solaire n'ont rien de particulier. Nos planètes géantes, dans leur formation, ont la propriété, en quelque sorte, de former des lunes. C'est une sorte de produit, un dérivé de la formation des planètes géantes. Donc, dans les planètes géantes autour des autres étoiles, on peut bien imaginer que se trouvent les conditions de formation de lunes. Et je voulais juste vous montrer ici, parce que c'est très récent, c'est très chaud, une publication dans le Astrophysical Journal Letters, APJ Letters d'octobre 2024, donc une publication qui annonce la possible détection de la première exolune autour d'une planète géante d'un autre système planétaire. Alors, je ne vais pas vous faire évidemment une analyse détaillée de cette observation. Voilà, ça c'est la courbe d'occultation de l'étoile haute par la planète que l'on a étudiée. Et vous voyez l'exolune, si elle est là, bon, elle est dans ce petit nuage ici, qui est un espèce de décalage Doppler observé sur l'émission de sodium de cette planète. Et donc ça peut être interprété de la façon suivante, c'est qu'en fait, les astronomes ont immédiatement pensé que ce nuage de sodium, il était similaire à celui qui est émis par la lune Io de Jupiter, qui a été ici photographiée en décembre dernier par la sonde Juno. Et donc, ce que l'on imagine, c'est qu'il y a une lune qu'on ne voit pas, mais cette lune crée un nuage de sodium dont on voit finalement la signature près de la position supposée de la planète. Alors, cette observation reste à confirmer, bien sûr, il faut être précautionneux, mais disons qu'avec la croissance progressive des tailles des télescopes, je pense que très prochainement, on pourra confirmer ou infirmer, et à mon avis, on en trouvera d'autres. Donc on est en train de rentrer dans une nouvelle révolution, mieux comprendre ces systèmes où les planètes forment des lunes et la relation entre les deux. Alors revenons à notre lune. Une chose quand même qui est remarquable, c'est que quand on fait aujourd'hui le portrait de famille des océans dans le système solaire, la Terre, vous voyez, si on prend pour unité la quantité d'eau qui est sur la Terre, c'est 1. Eh bien, il y a d'autres océans dans le système solaire. C'est pour ça, en fait, qu'on va les observer. Europe a 2 fois plus d'eau que la Terre. Encelade, ici, un tout petit peu. Ganymède, à peu près 6 fois plus, ainsi de suite. Titan également a un très très gros océan. Et puis Mars, dans le passé, a pu avoir un océan. Mais justement, la Lune, c'est peut-être un corps desséché. Et ça, c'est une singularité sur laquelle il faut bien sûr s'interroger. Donc, j'ai résumé ici quelques traits de la Lune qu'il nous faut comprendre en tant que scientifique pour comprendre sa vraie nature. D'abord, la Lune, c'est l'unique lune de la Terre. Il n'y a pas d'autre lune, alors que sur Jupiter et Saturne, il y en a beaucoup d'autres.
C'est un objet qui est appauvri en fer. Donc vous voyez ici, si vous regardez à l'intérieur de la Lune, d'après les modèles de structure interne, la Terre a un noyau de fer très important, alors que la Lune a un noyau très réduit. La composition de la Lune, quand on regarde globalement sa composition, est proche du manteau de la Terre. Donc ici, vous retrouvez ici à peu près la même composition. Et puis, quelque part, c'est une Terre desséchée. Alors bien sûr, tout ça, ça nous donne des indications sur la façon dont la Lune s'est formée. Et donc, sans plus attendre, je vais vous montrer ce que l'on pense de ce système unique. Alors tout d'abord, il faut comprendre qu'on parle non pas de la Lune, mais du système Terre-Lune. C'est ça qu'il faut comprendre. La Terre est là, la Lune est sur une orbite qui est une partie du temps dans la magnétosphère et la plupart du temps à l'extérieur. Si je fais maintenant un zoom sur la Lune, donc je dois la comprendre non seulement à l'échelle du système Terre-Lune dans son ensemble, mais aussi comprendre la Lune en tant qu'objet planétaire. Et puis, si on veut aller se poser et vivre dessus, il faut aussi comprendre comment fonctionne la surface de la Lune. Donc ici, l'interaction entre la surface, l'environnement spatial dans lequel elle baigne, comment ça marche et comment est-ce qu'on peut vivre dans un milieu comme ça. Donc, c'est un petit peu ça le propos, je dirais, de l'étude de la Lune, c'est de comprendre ce système et je dirais avant tout, comprendre comment il s'est formé. Donc ici, je vous montre ce qui est le scénario favori de formation de la Lune. On imagine en fait que la Lune est née d'une collision cosmique très très violente qui s'est produite au début de la formation des planètes du système solaire, entre la Terre et une protoplanète de la taille de Mars. Il y avait dans cette période beaucoup de collisions entre les objets qui orbitaient le Soleil, et c'est comme ça d'ailleurs que les planètes ont grossi. Dans le cas du système Terre-Lune, voilà ce que l'on imagine, et voilà une simulation numérique qui montre un petit peu ce qui a pu se passer à cette époque. Vous avez ici un corps central qui est la Terre, et vous voyez qu'il rentre en collision avec un corps plus petit qui va arracher une partie du matériau du manteau et le mettre en orbite. Donc je laisse passer les images après ça, mais vous voyez qu'une partie des éléments qui sont arrachés à la Terre orbitent, comme celui-ci par exemple, d'autres vont réimpacter. À nouveau, la même simulation. Donc vous voyez que ça a été très spectaculaire et très violent. C'était la Terre tout à fait à son début. Et on voit ici les débris qui se forment, qui vont coaguler, si je puis dire. Et ici, l'un des morceaux va survivre et il aura assez d'énergie cinétique pour se mettre en orbite autour de la Terre, alors que l'autre va encore continuer à rebondir. Donc voilà, ce modèle, c'est actuellement le modèle standard de la formation de la Lune. La Lune serait née d'une collision cosmique entre la Terre et un objet de la taille de Mars. Alors, il y a beaucoup de simulations de ce genre. En fait, ça fait une vingtaine d'années que les astronomes travaillent sur le sujet. Et on progresse de plus en plus vers des simulations qui sont de plus en plus réalistes et qui représentent de mieux en mieux l'ensemble des observations du matériau lunaire tel qu'on les trouve aujourd'hui. Voilà, donc en fait, ce modèle, il s'inscrit parfaitement dans l'histoire de la formation de la Lune. Parce que les terrains lunaires, comme quand on les observe aujourd'hui, on voit bien que ils sont essentiellement le produit de grandes collisions. Il y a eu des impacts géants qui se sont produits pendant, on va dire, le premier milliard de l'histoire de la Lune et qui ont créé ces grands bassins. Les collisions ont été tellement intenses qu'elles ont percé la croûte et permis des épanchements volcaniques qui ont été à l'origine du matériau de ce qu'on appelle les mers lunaires. Donc, les collisions, c'est vraiment inhérent à la formation de la Lune et c'est aussi ce qui nous permet de lire son histoire. En fait, on connaît un certain nombre de ces bassins et évidemment, étudier ces bassins, c'est l'une des bases pour mieux comprendre la Lune. Alors, il y en a un certain nombre qui sont répertoriés. Le bassin Imbrium sur
la face visible, ce bassin orientalé ici, qui est sur le bord. Et puis, bien sûr, je voulais parler du bassin qui s'appelle South Pole Aitken, qui est le bassin le plus important, en fait, en taille, le plus profond. C'est là que la surface de la Lune atteint sa plus basse altitude, probablement aux affleurements du manteau. Et c'est aussi mon favori, évidemment, parce que c'est là que la sonde Chang'e 6 s'est posée en juin dernier et que l'instrument Dorn de notre laboratoire a fait ces mesures. Donc la Lune, on la lit comme ça, en comprenant son histoire. Et évidemment, on ne connaît que le résultat de cette histoire aujourd'hui. Et je voulais signaler que la Lune a une incroyable richesse géologique. Et l'un des grands enjeux de la Lune aujourd'hui, vous en avez déjà une cartographie ici par le US Geophysical Survey, c'est de vraiment comprendre beaucoup plus en détail la nature des matériaux de surface, leur composition chimique, parce que le jour où on va commencer à exploiter la Lune, bien sûr, il faudra connaître exactement quels sont les matériaux qu'on peut utiliser à la surface pour vivre, pour se développer, pour créer des activités. Une caractéristique particulièrement importante de la Lune, c'est quelque chose qui se passe près des pôles, et en particulier au niveau du pôle sud. Il y a des grands cratères d'impact qui sont sous incidence rasante par rapport au Soleil et dont les fonds ne sont en fait jamais éclairés. Donc ces régions, elles sont très très intéressantes. Ce sont des régions où il fait extrêmement froid puisqu'on n'a jamais l'illumination solaire et où on pense qu'il y a des espèces de pièges froids qui font que s'il y a des volatiles qui se promènent entre les différentes provinces lunaires, ils vont condenser sur cette surface et y rester. Donc imaginez que quelque part, il y ait des sources d'eau sur la Lune. Vous avez de bonnes chances d'aller les trouver si vous allez dans ces endroits-là. Donc on les appelle en anglais les PSR, les Permanently Shadowed Regions, et moi j'ai appelé ça donc, les régions donc, de nuit éternelle. Donc voilà, 4 millions d'années de bombardement et d'érosion ont créé la Lune, sa surface. Et juste pour vous donner une petite image de ce qui se passe, donc ici, vous avez cette surface de la Lune qu'on appelle le régolithe. C'est en fait un manteau de débris. Les débris sont très très fins à la surface, c'est comme du sable, on peut presque s'enfoncer. Et puis après, il y a des blocs de plus en plus gros jusqu'à l'interface avec la roche profonde. Et ça, ce manteau de débris qu'on appelle le régolithe, c'est le résultat de 4 milliards de bombardements par tout ce qui tombe, tout ce qui se balade dans le système solaire et qui veut bien heurter la Lune. Et bien sûr, tout ce matériau, il est également en situation de dégazer. Donc il y a une petite atmosphère très ténue qu'on appelle l'exosphère, qui est en interaction permanente avec ce régolithe. Et donc les éléments de cette exosphère, il y a un tout petit peu d'eau en particulier et d'autres éléments, eh bien ils vont pouvoir se balader en surface. Et imaginez ici qu'ils trouvent des pièges froids, donc des endroits extrêmement froids, fait moins de 200 degrés, eh bien, ils vont pouvoir se condenser. Donc on imagine ici, bien qu'on n'ait jamais vu directement pour l'instant, qu'il peut y avoir des réservoirs de glace d'eau dans ces régions des pôles. Et ça explique qu'actuellement, toutes les agences sont en train d'organiser des missions pour aller où ? Pour aller vers les pôles de la Lune, et plus particulièrement pour le pôle sud, dont la topographie est plus favorable. Donc, voilà un petit peu un résumé de la science de la Lune. Je dirais, la Lune, c'est en gros un laboratoire extraordinaire pour comprendre comment une planète se forme, évolue, sous l'effet du bombardement cosmique, et comment ces terrains sont formés. Donc, ce laboratoire, bien entendu, il faut y aller. Cette information qui est dans l'enregistrement géologique, il faut la lire. Ça prendra beaucoup de temps. On n'a fait qu'une petite partie du travail. Et c'est bien sûr important et passionnant. Mais ça n'est pas seulement passionnant pour la science, et je vais passer maintenant au deuxième pilier, c'est aussi pour utiliser la Lune. Si nos astronautes et plus tard d'autres activités s'implantent, y compris du tourisme, un jour, il faut savoir utiliser la Lune. Et pour cela, l'idée, je dirais, c'est ici. Alors, à nouveau, je vous montre ce diagramme du système Terre-Lune avec les 3 échelles. L'échelle de la Terre et de la Lune, l'échelle de la Lune elle-même, la planète en quelque sorte, et l'échelle locale.
Il faut arriver, si on veut vivre sur la Lune, si on veut s'implanter sur la Lune, à construire un écosystème Terre-Lune dans lequel il va y avoir des ressources et des hommes et des femmes sur la Lune. Il va y en avoir d'autres qui vont s'installer pour des activités sur la Lune ici. Entre les deux, eh bien, on sera relié par des orbites. Donc il faut faire vivre et gérer ces orbites. Et à partir de ça, on passe d'un système Terre qui est en quelque sorte limité à lui-même, à son atmosphère et à son environnement spatial proche, à un système Terre-Lune dans lequel les humains commenceraient à se développer sur l'ensemble de ce très très grand territoire. C'est ça un petit peu le plan dans cette nouvelle vague de l'exploration lunaire, et évidemment il faut en comprendre les défis. Qu'est-ce qu'on veut faire sur la Lune? Si on veut installer des hommes et des femmes sur la Lune, pour y vivre, pour y travailler, pour y avoir des activités, pour avoir du loisir, ainsi de suite, il y a un certain nombre de fonctions à réaliser. Bon, d'abord, il faut se poser, la première chose. Donc, il faut un système de transport, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir opérer, faire des opérations scientifiques, par exemple, pour les scientifiques, avec des laboratoires. Il faut pouvoir survivre, donc les moyens de vie. Il faut qu'on ait sur la Lune les moyens de vivre, d'abord sur des courtes périodes et ensuite sur des longues périodes. Il faut pouvoir se déplacer, bien sûr, mais la mobilité sur la Lune, ce n'est pas tout à fait la même chose que sur la Terre. Ça va demander des moyens un petit peu différents. Il faut, bien sûr, avoir les moyens pour faire vivre les hommes et pour les faire coopérer avec les robots, parce que sur la Lune, il y aura à la fois des activités humaines, des activités robotiques qui vont coopérer, travailler ensemble sur les mêmes objectifs. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'il faut réaliser. Et pour ça, il faut des ressources, bien sûr. Donc, il faut, quelque part, aller chercher les ressources qui vont faire vivre toutes ces activités. Et là, un grand dilemme, les ressources. Où est-ce que je les trouve? Il y a deux solutions. Ou bien je les ramène de la Terre, donc j'utilise les ressources terrestres pour faire vivre la Lune. Ou bien je suis un petit peu plus astucieux et je me dis, sur la Lune, il y a plein de ressources. Il suffit simplement de savoir où elles sont et de savoir les extraire et les utiliser. Et donc, évidemment, c'est sur cette deuxième option qu'on va un petit peu creuser le dispositif pour pouvoir mieux servir les utilisateurs, parce qu'évidemment, à terme, utiliser les ressources locales, ça sera plus efficace et plus économique, sans doute, à démontrer tout de même, que de tout amener depuis la Terre. Donc, voilà un petit peu la perspective. Donc, pour ça, l'un des grands enjeux, c'est de caractériser les ressources lunaires. Alors, je vous précise que je ne suis pas du tout géologue, c'est un de mes grands défauts. Il me manque un bon master de géologie pour être capable de vous expliquer cette carte. Mais en tout cas, on peut le résumer en disant, à partir d'une carte de la géologie, les géologues sont capables de nous dire quels sont les matériaux qui sont présents sur la Lune, quels sont les éléments qui sont présents, quels sont les métaux en particulier qu'on peut utiliser, quels sont les volatiles. Et ça, donc, c'est cet inventaire-là qu'il faut absolument faire. Acquérir des données quantitatives sur la minéralogie, donc où sont les silicates, les oxydes, les sulfides. Je dis oxyde, oui, on a besoin d'oxygène, mais de l'oxygène, il y en a plein dans les roches. La question, c'est de savoir l'extraire. Ensuite, les espèces volatiles implantées dans le régolithe lunaire, en particulier celles qui viennent du vent solaire. La glace d'eau, est-ce qu'elle est vraiment à piège froid? Si on a de l'eau dans les pièges froids, on résout le problème essentiel, bien sûr, de la survie sur la Lune, qui est l'accès à l'eau. Tous les humains, tous les êtres vivants ont besoin d'eau avant tout. Et puis, bien sûr, être capable de caractériser tous les terrains pour pouvoir, de point de vue opérationnel, savoir où on va aller chercher telle chose à tel endroit. Donc, c'est un petit peu le programme. Et bien sûr, les agences spatiales actuellement travaillent intensément là-dessus parce que c'est la phase initiale qui permet d'aller plus loin pour une implantation. Juste deux autres diapos sur la philosophie, disons, du développement de ces économies de la Lune. Je ne vais pas vous proposer de regarder en détail ces diapos, mais simplement, d'abord le titre, il faut développer une économie circulaire sur la Lune, telle qu'on peut l'imaginer sur la Terre quand on est dans une logique d'utilisation vertueuse des ressources. Sur la Lune, ça sera encore plus
impérieux. Et pour cela, voilà par exemple un schéma de la NASA qui montre que on va développer 2 cycles qui vont être autosuffisants l'un par rapport à l'autre. Un cycle d'exploitation des ressources minières qui va permettre de ressortir les minéraux, l'oxygène, les matériaux de construction pour développer des bases vie sur la Lune. Et puis, un cycle de l'usage où on va construire des moyens qui vont permettre de créer l'ensemble de ce dont on a besoin pour vivre. Donc, à nouveau, l'oxygène, l'eau et les nutriments pour se nourrir, bien entendu. Et les deux doivent être bouclés et les deux doivent recycler leurs déchets de manière à minimiser l'impact sur la Lune. Donc, ça, c'est la première idée, une économie circulaire. La 10e idée sur laquelle travaille la NASA, c'est ici, c'est construire l'écosystème lunaire en synergie avec les besoins terrestres. Si on réfléchit 30 secondes, on comprend bien que pour construire un cycle de ressources fermé sur la Lune, un cercle vertueux, eh bien, on doit résoudre les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui sur Terre pour créer une Terre soutenable. Nutrition et eau, construction, énergie, extraction minière, 3 grands domaines dans lesquels il y a un certain nombre de solutions à explorer. Et sans vous demander de lire l'ensemble ici de ce qui est écrit, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va voir dans cette liste exactement les mêmes problèmes que les problèmes que nous avons à rencontrer sur Terre pour développer une économie soutenable. Donc l'idée de la NASA en particulier, c'est qu'il faut jouer à fond la synergie entre les deux. Des solutions techniques qui sont développées sur la Terre pour une économie soutenable pourront être appliquées à la Lune, mais de la même manière, on peut utiliser cette base lunaire ou ces bases lunaires à venir pour tester des technologies nouvelles qui, après, seront suffisamment innovantes pour être à nouveau utilisées sur la Terre. Donc, système Terre-Lune, ce qu'on fait sur la Terre est appliqué sur la Lune, ce qu'on fait sur la Lune est appliqué sur la Terre, et vous voyez que quelque part, on n'a pas finalement un fossé entre les deux, c'est la même démarche. Et c'est dans cette direction, je pense, qu'il faut imaginer de se situer. Donc, je vais passer maintenant au 3e pilier, préserver. Parce que utiliser, bien sûr, ça va consommer des moyens, ça va modifier les paysages lunaires, ça va créer des paysages artificiels, donc des paysages anthropisés, comme sur Terre, bien sûr. Une civilisation, c'est ça. Hein. Comment le faire pour la Lune? Il faut le faire en étant, dès le début, dans une logique de préservation de cet objet précieux qu'est l'environnement lunaire. Parce que sur la Lune, les ressources sont encore plus limitées, je dirais, que sur Terre. Et si on n'y fait pas garde, on va atteindre les limites de ces ressources plus rapidement. Donc, je vais juste rapidement parcourir 3 éléments. Premièrement, il faut aller sur la Lune. Ça va évidemment développer un trafic spatial important, mais on va rencontrer du coup le problème des fameux débris spatiaux et des épaves. Qu'est-ce qu'on fait des véhicules spatiaux qui ne sont plus utilisés ou des débris spatiaux qui vont se retrouver en orbite lunaire? Donc il y a des réflexions actuellement avec un certain nombre de collègues qui nous en avaient parlé justement à l'occasion de la conférence de Turin, dont des collègues de juste à côté, l'ISAE Super-Héros, et puis aussi également de la NASA et de l'ESA, qui travaillent sur cette question de la dynamique des orbites lunaires, comment les utiliser au mieux, et comment utiliser des stratégies pour se débarrasser des débris orbitaux et des véhicules inutilisés. Et donc, leur travail est évidemment très, très important et très intéressant. Il nous montre qu'il y a 2 stratégies pour gérer les débris qui sont en orbite lunisolaire. Les orbites lunisolaires, vous verrez, c'est extrêmement riche. Il y a des tas de géométries possibles, beaucoup plus que si on regarde juste la Terre. Donc, ça enrichit énormément le sujet. Et finalement, il y a 2 façons de se débarrasser de débris sur ces trajectoires entre la Terre et la Lune. Un, c'est de donner une petite pitchounette et d'envoyer ces objets dans l'espace interplanétaire. Donc la dynamique spatiale nous dit combien ça coûte de faire ça, et on peut le faire. Donc on peut éjecter dans l'espace interplanétaire l'ensemble des débris à terme.
Et puis, deuxième chose, on peut laisser les orbites évoluer ou les diriger vers des impacts lunaires, disons, contrôlés. Donc, quelque part, on imagine qu'il pourrait y avoir sur la Lune des zones que j'appellerais des cimetières, sur lesquels on sait qu'on va sélectivement faire tomber les objets dont on n'a plus besoin. Voilà donc deux pistes qui sont en cours d'étude actuellement dans la littérature. Les effets de la pollution. Bien sûr, toutes les activités que vous allez décrire, elles vont créer des éléments de pollution. Il va falloir modéliser et limiter les réponses de l'atmosphère à toutes les perturbations. Ici, par exemple, vous avez une modélisation qui a été faite simplement du G-réacteur de la mission Apollo 17. Ici, Apollo s'est posé à cet endroit. Bien entendu, une seule fusée émet beaucoup de gaz qui, dans l'atmosphère très très ténue de la Lune, peut aller très très loin. Ici, vous voyez le panache qui a été projeté par l'activité d'Apollo 17. D'après cette modélisation, serait répandu jusqu'à 500 km à peu près. Donc il faut savoir comment ça se passe et il faudra trouver des solutions pour que, bien sûr, ces jets soient contrôlés et minimisés. Mais ça n'est pas seulement, bien sûr, ce problème-là. Il faut aussi des protections contre les poussières. La poussière lunaire est extrêmement gênante, abrasive, ainsi de suite. Il faut limiter le bruit de fond sismique artificiel qui sera créé par les activités humaines sur la Lune pour ne pas gêner la sismologie. La sismologie sera une activité importante pour comprendre l'intérieur de la Lune et son activité. Et puis finalement, bien sûr, la Lune est quelque part un Eldorado pour la radioastronomie, en particulier sur la face cachée, et il faudra faire attention à ne pas, je dirais, brouiller ou gâcher le ciel radio de la Lune. Donc ça, c'est dans la catégorie pollution, et bien sûr, c'est quelque chose qui doit être pris en compte dès le départ, là aussi. Donc l'idée, c'est que nous voudrions que toute activité lunaire soit accompagnée, comme c'est nécessaire sur Terre, d'une étude d'impact dès le départ, au moment de sa conception, qui permette de prendre des décisions informées. Et puis, je terminerai avec ça, et je pense que c'est peut-être le plus important, surtout dans les temps un petit peu agités que nous connaissons aujourd'hui sur Terre, vivre ensemble sur la Lune. Alors peut-être que c'est un vœu pieux, et ça n'est pas facile, mais il faut imaginer et faire prévaloir dès le départ une coexistence pacifique fondée sur le droit international. Nous avions à Turin un expert qui est un juriste, Antonino Salmeri, qui nous a fait quelques planches sur le sujet. Je vous en montre un extrait en vous donnant juste l'essence du message. Donc il y a un traité sur l'espace, un Outer Space Treaty, qui date du début de l'histoire de la conquête de l'espace, dont vous voyez ici énumérées quelques-unes des activités et des préconisations. Comme la liberté d'utilisation des corps célestes. Tout le monde a le droit d'aller utiliser un corps céleste. Mais en même temps, interdiction de s'approprier des territoires. L'espace n'appartient à personne, ou plutôt il appartient à tout le monde. Prééminence de la loi internationale. Bon, ça c'est plus facile à dire qu'à faire, donc il faut trouver les mécanismes pour le faire prévaloir. Activité uniquement pacifique, donc interdiction des activités militaires. Bien sûr, responsabilité à l'horizon international de tous les gens qui conduisent ces activités. Création d'une juridiction pour légiférer sur les litiges. Et puis, des éléments qui concernent finalement tous ceux qui vont être des acteurs sur la Lune. Le droit de consultation, donc consulter le voisin pour savoir ce qu'il fait. Le partage de l'information, que chacun dise ce qu'il va faire sur la Lune pour que ça soit connu. Et puis, éviter systématiquement la contamination mutuelle. Donc, tout ça, c'est un ensemble de pratiques qui sont à mettre en œuvre, mais il faut bien comprendre qu'on part aujourd'hui pour la Lune à peu près du niveau zéro, mais on a des grands exemples. Donc tout à l'heure, Alain Delef a parlé du traité de l'Antarctique, qui effectivement gère très bien, je crois, la coexistence pacifique sur l'Antarctique, en particulier pour préserver la recherche. Le traité de la haute mer, qui, de la même manière, légifère sur l'accès aux ressources de la haute mer dans les eaux internationales, qui là aussi appartiennent à tout le monde. Et puis il y a un début avec un accord sur la Lune,
Mais quelque part, eh bien, il faut, je crois, et c'est le message, tout inventer. D'abord, il faut une gouvernance environnementale globale. C'est nécessaire pour préserver de façon cohérente l'ensemble des actions qui vont garantir la préservation de l'environnement lunaire. Il faut une mise en œuvre de toutes ces préconisations qu'on peut avoir dans une gouvernance environnementale à tous les niveaux. En réalité, le niveau national, donc un pays qui va faire quelque chose sur la Lune, il a une loi. Le niveau des accords multinationaux, tels que Artemis, et puis le niveau international, c'est-à-dire celui des Nations Unies et du COSPAR, qui a bien sûr légitimité pour légiférer sur la coopération scientifique dans le domaine spatial. Et puis après, je crois que ça va être une démarche longue, patiente, et il faut une mise en œuvre pas à pas. Je crois que les juristes nous l'ont dit, il faut être pragmatique, il faut être proactif, et il faut s'adapter aux circonstances. Donc c'est un travail de longue haleine, mais l'enjeu, il le vaut, c'est vraiment le vivre ensemble sur la Lune dans cette nouvelle aventure. Alors je voulais terminer avec un petit moment qui nous touche beaucoup, bien sûr. C'est notre sonde JUICE, la sonde JUICE de l'Agence spatiale européenne, qui est en ce moment en route vers Jupiter. Mais en août dernier, elle nous a fait un petit coucou. Et les 29 et 30 août, en fait, elle a fait un survol double Lune-Terre et elle a pris des jolies photos. C'était pendant les vacances, donc vous voyez des photos de vacances. Et je voulais terminer cette présentation en vous montrant ce que les instruments de JUICE ont vu depuis leur situation. Donc ici, vous avez le survol de la Lune. JUICE vient déjà de passer depuis la face cachée. On voit ici les grandes marées de la face visible. Et JUICE se dirige vers la Terre. Et ici, ce petit croissant, c'est la Terre. Et vous voyez que finalement, ici, c'est le dernier adieu de JUICE à la Terre, en route vers Jupiter et Ganymède. Mais ça sera une nouvelle histoire à vous raconter vers 2031. Donc, restez avec nous et j'espère qu'on pourra vous raconter plein d'autres choses à ce moment-là. Donc, je vais terminer avec ce qui est un petit peu notre message final. Nous avons cette idée que il faut comprendre la Lune, c'est la priorité. C'est un objet scientifique passionnant pour comprendre comment se forme, vit, évolue une planète comme la nôtre. Et celle-là, c'est la plus proche de toutes les planètes. Donc c'est celle qui nous permet de mieux nous comprendre. Utiliser la Lune, bien sûr, à partir du moment où on y va, il faudra savoir utiliser ses ressources, mais aussi préserver la Lune pour les générations futures. Et pour ça, il faut rassembler les communautés scientifiques pour qu'elles travaillent sur cette nouvelle vision de la Lune. Il faut inspirer les agences et les organismes internationaux pour concevoir une utilisation équitable et soutenable du patrimoine commun de l'humanité sur la Lune. Et puis, bien sûr, il faut stimuler l'innovation pour qu'on trouve les solutions qui permettent de faire vivre cette exploration de la Lune, cette nouvelle vague de l'exploration, de façon soutenable, de façon responsable, en respectant la Lune et son environnement. Donc vous trouverez quelques-uns des éléments de cette réflexion dans ce petit livre dont se trouve ici un certain nombre d'exemplaires à votre disposition. C'est l'invite de l'Académie de l'Aérespace sur exploration spatiale. Et le message, c'est maintenir l'élan. Alors, il n'y a pas que la Lune dans ce rapport, il y a aussi beaucoup d'autres considérations sur l'exploration du système solaire, mais la Lune occupe l'un des chapitres. Et bien sûr, ce livre est à disposition en ligne sur le site de l'Académie de l'air et de l'espace. Et pour ceux que ça intéresse, il est également disponible ici. Nous en avons quelques exemplaires ce soir. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et je serai très heureux de répondre à des questions.
la session. Questions? Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question par rapport à la partie où vous avez parlé de légiférer et faire en sorte que tout le monde suive un peu les mêmes règles, notamment sur la protection de l'environnement lunaire. Et je me posais la question, comment est-ce qu'on peut s'assurer que, quelle que soit l'agence spatiale ou les partenaires privés, suivent parfaitement ces règles, sachant que, par exemple, l'ONU, admettons que ce soit l'ONU qui ferait office de gardien de ces lois, de surveillant. Déjà sur Terre, on a des moments où l'ONU semble déjà, pas inutile, mais en tout cas fragilisée, puisqu'il faut que tout le monde s'accorde sur l'autorité de l'ONU. Et comment, alors, à 400 000 km de là, elle pourrait être aussi efficace, ou à minima faire en sorte d'être une autorité suffisamment efficace pour s'accorder ce que tout le monde joue le jeu correctement? Je pense que vous avez mis le doigt sur la difficulté. Il faut effectivement une instance qui puisse parler au titre de l'ensemble des nations. Donc je pense que ça relève d'une part de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, donc l'organisation des États, mais aussi de la part des organisations non gouvernementales. Et de ce point de vue-là, je voulais dire que le COSPAR, donc je préside le panel sur l'exploration du COSPAR, donc c'est le Comité on Space Research de l'Union scientifique internationale. C'est une émanation non pas des États, mais des communautés scientifiques. Donc on a aussi notre mot à dire. Alors c'est pareil, on n'a pas de police, on n'a pas de moyens de mise en œuvre ou de coercition, encore moins. Mais on peut s'exprimer, et je dirais même on doit s'exprimer. Et donc quelque part, c'est par le dialogue, par un patient effort pour essayer de mettre en place des règles internationales qu'on peut progresser. À la fin, bien sûr, on voit bien, en particulier en ce moment, que évidemment, on ne peut pas aller contre des transgressions du droit international, même quand il existe. Mais c'est important qu'il existe justement, qu'il soit une référence. Et on espère que pour la Lune, comme pour l'exploration de l'espace lointain, il pourra être mis en place avant justement que ne se produisent d'éventuels grands affrontements ou on va dire des grandes contradictions dans les intérêts des différents partenaires. En ce qui concerne les privés, vous avez signalé aussi l'existence des privés. Bien sûr, ça c'est un point important. Comment est-ce que les privés peuvent rentrer dans ce cadre? Alors, ce que nous disent les juristes, c'est tout simplement qu'un acteur privé, je vais prendre au hasard, monsieur Elon Musk, voilà, supposons qu'il veut se poser sur la Lune, bon, il veut surtout aller sur Mars, mais bon, supposons qu'il veut se poser sur la Lune, il n'est pas hors droit. Monsieur Musk est un citoyen américain, et donc, en tant que citoyen, il relève du droit des États-Unis, pas forcément du droit international. Et c'est pour ça que, je crois que c'était dans la diapo qui était avant, voilà, ici, j'ai indiqué ceci. Mise en œuvre à tous les niveaux. Il faut que les droits nationaux, les accords multinationaux et le droit international qui sera mis en place soient en cohérence pour que ça soit aligné et qu'à tous les niveaux, si on se réfère au pays comme à l'ONU, on ait la même règle. Voilà. C'est un gros boulot. Hein. C'est un gros boulot pour les juristes, mais très très intéressant. Oui, Michel, pour compléter peut-être ta réponse, il me semble que l'exemple de l'Antarctique est intéressant, encourageant, parce que tant qu'il n'y a pas des ressources très importantes, tant qu'on fait de la recherche scientifique, même quand il y a un peu de tourisme, finalement on arrive à s'entendre et les règles de l'Antarctique, finalement pour le moment, elles fonctionnent correctement. Et quand le tourisme s'installe, on pourrait dire, bon, il va y avoir des invasions de touristes un peu n'importe où, mais non, on finit quand même par définir des règles. Les touristes peuvent aller dans certains endroits, mais pas de partout. Et donc, finalement, tant que sur la Lune, on n'a pas des ressources extraordinaires à ramener sur Terre, on peut quand même être optimiste si on a les bonnes règles, hein, comme tu le disais. Et c'est pour ça qu'il est important d'établir les règles le plus vite possible. Et c'est la même chose pour la préservation de l'environnement.
essayons de prendre la chance de faire les choses à temps avant que le dommage ne soit causé. Oui, bonjour. Bonjour. J'aimerais poser une question par rapport au tourisme sur la Lune. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez du tourisme? Est-ce que pour vous c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Et est-ce que selon vous c'est pas contraire à la préservation de la Lune, justement? Parce qu'on est dans cette optique-là de préservation. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est juste un caprice capitaliste que de vouloir visiter et prospérer le tourisme sur la Lune? Merci. Oui, merci pour la question. Bien sûr, c'est une question intéressante. Donc, bon, le tourisme, ça fait partie des activités humaines. Il y a beaucoup d'endroits sur Terre où on doit préserver des richesses, qu'elles soient naturelles ou culturelles, et vivre avec le tourisme. Donc, c'est quelque part une nécessité de faire coexister les deux. C'est vrai sur Terre. Il faut poser des limites sur les activités du tourisme pour faire en sorte qu'elles n'impactent pas justement ce qui est à préserver. Mais on a déjà ce questionnement sur Terre. Alors on le fait plus ou moins bien, mais ce problème se pose. Je sais, sur l'Antarctique, par exemple, Jean en parlait un instant, le tourisme commence à développer très timidement, et donc il y a une réflexion sur les limites qu'on peut donner justement à l'activité touristique circum-antarctique. Sur la Lune et dans l'espace, d'une façon générale, comme je l'avais dit, effectivement, pour l'instant, c'est quand même pas mon souci direct de savoir si je vais aller faire du tourisme sur la Lune. Et le nombre de personnes dans le monde qui peuvent s'offrir ça est extrêmement limité. Mais même déjà maintenant, il faut poser les règles, c'est pareil, de manière à ce que ces touristes très riches, eux aussi, ils aient des limites à respecter. Et puis à terme, si l'activité se développe, je ne sais pas dans quelle échelle de temps, mais on parle peut-être de 30, 40, 50 ans, si vraiment tout ce que j'ai raconté sur le développement de l'écosystème lunaire se réalise. Il faudra aussi gérer ça. Alors, interdire le tourisme sur la Lune, je pense que finalement, il n'y a pas vraiment de raison. Si le tourisme est une richesse partagée par l'humanité, à un moment, on aura envie que des gens puissent la découvrir, indépendamment d'une activité professionnelle. C'est ça l'enjeu. Mais le message essentiel, donc oui, mettre tout de suite des limites entre les deux, des règles, et on retourne au problème des règles. Bonsoir. Je suis là. Merci. Bonsoir. Mais ma question, c'est pour moi, tout ça est un peu lunaire. Je dois dire. Parce que vous en parlez comme d'une évidence, comme d'une fatalité. Il faut s'installer, il faut développer le tourisme. Mais ma question, qui est un peu philosophique finalement, c'est mais pourquoi il faudrait? Pourquoi il le faut? Pourquoi il faut s'installer? Pourquoi il faut aller y vivre? Pourquoi il faut développer ces activités? Alors, de recherche, oui, j'entends tout à fait pourquoi. Et encore que ça se débat aussi, quelles activités de recherche, quelle recherche, comment, etc. Mais en dehors de la science, moi je comprends plus. Je comprends plus cette nécessité, cette absence de... Comment dire? Enfin oui, on pourrait très bien se dire c'est un espace qu'on sanctuarise, et un lieu qu'on sanctuarise, qu'on réserve à la recherche. Et on ne s'installe pas parce que ça va demander énormément de coûts énergétiques de développer toutes ces technologies qui vont du coup fatalement avoir un impact sur Terre par leur fabrication. Déjà qu'on parle de... Voilà, c'est la catastrophe sur Terre au niveau environnemental. Donc tout ça, ça va avoir un coût énorme, un coût financier, un coût social, un coût politique, un coût économique, etc. Et ensuite, est-ce que la Lune pourra rester poétique quand on la regardera et qu'on saura qu'il y aura des humains dessus et qu'on la verra plus comme un objet qui nous transcende, qui nous dépasse, qui est poétique en fait, qui fait partie de la nature, qui est un peu en dehors de nous. Et on faisait un parallèle avec l'Antarctique, mais l'Antarctique, il me semble que justement, on a interdit son exploitation économique privée, non? Enfin, je suis pas sûre de ça, mais il me semble qu'il y a des choses comme ça, et du coup,
Pourquoi le faire sur la Lune, enfin, voilà, etc., etc., quoi. C'est un peu tout mon questionnement global. Merci. Oui, merci pour la question et pour le questionnement. Bien sûr, il est tout à fait légitime. Et on a tout à fait le droit de considérer que l'élan que je vous ai raconté est quelque chose dans lequel, au contraire, il ne faudrait pas aller. Et je ne suis pas en train de dire que c'est une fatalité ou que ça va se produire dans tous les cas. Il y a en effet une question philosophique sur la question de savoir si on doit ou si on va aller sur la Lune parce que les humains sont en quelque sorte programmés pour ça. Il y a eu justement, dans le cadre du colloque de Turin, toute une session qui était consacrée aux enjeux philosophiques de l'exploration. Pourquoi aller dans l'espace ou pourquoi ne pas y aller? Et quelles sont les limites finalement? Et donc les philosophes ont décliné un certain nombre de raisons qui font que quelque part l'esprit humain a tendance à sécréter une envie d'exploration et à étendre sa sphère de vie. Je résume de façon extrêmement naïve, je dirais. Mais derrière ça, bien sûr, se pose la question, est-ce qu'effectivement les humains sont faits pour aller dans le système solaire? Comment est-ce qu'ils peuvent s'adapter? À quelle échelle de temps? Moi, je dirais que je n'ai pas un avis définitif sur la question. Je crois que l'exploration, ça va se faire. Et je pense que ça va se faire dans une échelle de temps, par contre, que nous ne maîtrisons sans doute pas. Peut-être que ça va se faire sur des très longues échelles de temps. Peut-être ça va se faire effectivement dans le cadre de l'élan Artemis et autres que j'ai décrits. Nous ne savons pas. Mais à terme, moi, je pense que l'humanité, petit à petit, par ses progrès technologiques, va se donner les moyens de répondre à son envie d'explorer l'ensemble des objets du système solaire. En ce qui concerne la Lune poétique, effectivement, vous avez tout à fait raison. Regarder la Lune le soir, c'est un objet magnifique. Et je voulais vous renvoyer en miroir l'idée que parmi les plus belles images que nous a données l'exploration spatiale, il y a ces belles photos de la Terre vue de la Lune. Donc, quelque part, explorer le système solaire, aller vers un autre astre, que ce soit en personne ou par le truchement de sondes interplanétaires, ça élargit nos perspectives. Et donc, je crois qu'à terme, cette dynamique-là, elle est inéluctable, mais son mode de réalisation, sa temporalité, bien sûr, c'est complètement ouvert. Et comme nous pensons que ça va se produire à une échelle même déterminée, il est important de réfléchir aux conditions de le faire de façon, entre guillemets, vertueuse du point de vue de la préservation des richesses naturelles. C'est ça mon message. Excusez-moi, du coup j'avais une autre question, mais qui est plus liée à l'installation lunaire. J'ai vu qu'il y avait un projet de Lunar Gateway, je crois, qui est l'idée de faire une station spatiale, grosso modo, qui permettrait dans l'exploration plus lointaine, notamment de Mars. Est-ce que, du coup, le fait de se poser sur la Lune et d'y mettre une sorte de base humaine quasi permanente, voire permanente, est-ce que ce serait aussi intéressant que juste avoir une station spatiale autour et juste en bas une sorte de zone de minage pour récupérer les ressources et les envoyer sur cette station spatiale? Lequel des deux serait le plus intéressant en fait entre les deux? Bon, il y a différents scénarios entre lesquels je pense les acteurs ne sont pas forcément tous d'accord. L'importance relative de la Lune par rapport à ce que beaucoup considèrent comme l'objectif ultérieur et plus important qui serait Mars. Dans la perspective de l'exploration de Mars, est-ce qu'il est plus intelligent de développer des activités sur la Lune en tant que précurseur ou d'avoir des bases en orbite pour aller vers Mars? Je pense que là, vraiment, la question est ouverte, effectivement. Mais disons que le grand avantage de la Lune, c'est de pouvoir développer sur la Lune toute une série d'activités qu'on devra faire sur Mars après, si on va sur Mars. Mais on sait que c'est beaucoup plus difficile, que ça prendra beaucoup plus de temps. Et vraiment, c'est le premier pas, quoi. Le premier pas dans l'espace interplanétaire de l'humanité, je pense, ça a été la Lune, avec Apollo.
Et ça reste la Lune, parce que pour l'instant, toutes les autres destinations sont quand même beaucoup plus lointaines. Bonjour, merci pour votre conférence qui est hyper intéressante. Moi, j'ai deux questions sur le chapitre compréhension, comprendre la Lune et son mode de fonctionnement. C'est un milieu hostile pour nous en termes d'irradiation. Et puis, je crois savoir qu'il y a encore des objets célestes qui allunissent et donc qui sont source d'impact sur la Lune. Donc, j'ai deux questions. La première, c'est... Bien sûr, les humains qui seront sur la Lune devront porter des protections vis-à-vis de l'irradiation environnante. Et je ne pense pas qu'elles soient encore complètement comprises. Je pense que c'est le début. Et ma deuxième question, c'est le risque d'impact entre les objets célestes, la Lune et donc les installations qui seront potentiellement créées et posées sur la Lune. Comment on va gérer ça? La toxicité pour les infrastructures par les impacts éventuels et la toxicité sur l'humain par l'irradiation. Alors la première question, c'était l'effet des impacts, c'est ça ou... Oui, le risque d'impact. Il me semble que sur la Lune, il y a encore des impacts. Il y a, de nouveaux cratères, en fait, des impacts par d'autres objets célestes. Et la question que je me pose, c'est s'il y a des infrastructures sur la Lune, il faudra éventuellement penser à gérer le risque d'impact entre des objets célestes vis-à-vis de ces structures qui seront construites sur la Lune. Et ma deuxième question, c'est la toxicité en termes d'irradiation pour l'humain. D'accord. Alors, la première question, c'est quelque chose qui rejoint la question de la protection planétaire. Et ça concerne aussi notre planète, la Terre, sans parler de la Lune. Effectivement, il faut pouvoir se protéger des impacts qui deviennent suffisamment importants pour pouvoir faire des dégâts. Dans une première phase, je dirais que c'est plus sur la Terre que le souci existe. Il faut être capable de prévoir effectivement les trajectoires et les impacts d'objets au-delà d'une certaine taille qui sont capables de détruire des hommes, des infrastructures, la vie, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de travail actuellement sur ce thème de la protection planétaire dans l'environnement spatial. Et sans avoir trop regardé l'aspect lunaire de la chose, mais il me semble que c'est à peu près le même système de surveillance des astéroïdes, par exemple, qui peut permettre de protéger d'un impact des installations qui seraient sur la Lune. Donc là, on est ramené au même problème que sur Terre. En revanche, en ce qui concerne la nuisance de l'environnement spatial, en fait, sur la Lune et sur toutes les activités sur la Lune, effectivement, quand on vit sur la Lune, on est dans l'environnement spatial, on est directement soumis aux rayons cosmiques, aux éruptions solaires et à un certain nombre également de phénomènes interplanétaires. Et donc, il faudra protéger toutes les installations avec du blindage, en les enterrant à une certaine profondeur, dans certains cas, pour pouvoir effectivement vivre de façon durable. Ça, c'est une condition nécessaire. C'est une des raisons pour lesquelles, parmi les habitats qui sont étudiés actuellement pour y implanter des activités durables, il y a les fameuses tubes de lave. Il y a des creux, en fait, des espèces de tuyaux creux qui ont été créés par le refroidissement des épanchements de lave à la surface de la Lune, dans lesquels on peut se poser et créer des infrastructures. Les Chinois travaillent beaucoup là-dessus actuellement. Ils ont même des analogues sur Terre pour étudier comment on peut vivre dans ce genre de structure enterrée. Je ne suis pas français, mais je vais essayer de poser une question. Mais je voulais savoir qui sont les pays les plus importants pour arriver à la Lune. Je sais que les États-Unis ont un budget très grand, mais est-ce qu'il y a les autres pays plus petits qui n'ont pas un grand budget, mais sont beaucoup plus avancés? Et quoi, ouais. Oui, je l'avais regardé. Je pense que j'avais montré au début. Je reviens là-dessus. Hop. Hop, 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 hop. Excusez-moi, je prends le temps.
Alors voilà, donc vous avez ici quelque part le volume d'activité sur de l'exploration. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis donc représentent 65% du volume d'activité. La Chine en numéro 2, 19%, donc un cinquième. Et l'Agence spatiale européenne, donc l'ensemble des pays européens, 6%. Et puis après, vous avez des contributions plus petites. Le Japon, mais aussi l'Inde, on l'a vu, qui ont atterri. La Russie, bien sûr, qui a atterri plusieurs fois. Donc, ça ne va que croître et embellir. Je pense qu'il y a de plus en plus de pays, avec l'évolution des technologies, qui vont pouvoir, effectivement, se payer un programme lunaire, même modeste, pour aller poser quelque chose qui soit leur chose à la surface de la Lune. Mais vous avez ici, je montré juste avant, la liste des pays qui ont actuellement des programmes lunaires. Vous voyez que c'est très très vaste. Ça, c'est les missions américaines. Donc, les 2/3 du total de l'activité. Mais ici, regardez, Australie, Canada, Chine, bien sûr, Europe, Inde, Italie, Japon, Pakistan, Russie, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui va, on va dire, être de plus en plus partagé entre presque tous les pays du monde. Bonsoir. Bonsoir. J'ai posé une question peut-être un peu plus d'ordre politique, mais du coup on sait que, clairement sur ce que vous avez montré, la dominance est plus vers les États-Unis et la Chine pour ce qui est de l'exploration lunaire, et l'exploration spatiale en général. Or on sait que les valeurs de respect de l'environnement et de durabilité, c'est quand même plus des valeurs européennes, ou plus représentées pour l'Europe. Est-ce que vous pensez que le modèle actuel va suffire pour les perspectives que vous avez soutenues pendant cette conférence? Ou est-ce que vous pensez que l'Europe doit peut-être prendre une place plus importante dans l'exploration? Et si oui, comment et par quels moyens? Oui, j'ai montré effectivement que la place de l'Europe est modeste, mais en fait tout de même significative. En même temps, on investit dans d'autres domaines qui ne sont pas forcément l'exploration lunaire. Personnellement, je pense en effet qu'il faudrait que l'Europe soit encore plus présente, et elle en a les capacités. Et que, puisque vous l'avez mentionné, la parole de l'Europe, en particulier sur la préservation de l'environnement, soit entendue. Et pour être entendu, on doit être des acteurs forts de système. C'est tout à fait vrai. Les États-Unis, j'ai montré, ont bien intégré les préoccupations environnementales, je pense. Et en fait, de façon, ça vient assez naturellement quand on s'intéresse à la Lune, parce qu'on a intérêt à être économe dans l'utilisation des ressources. Donc, et c'est la même chose pour la Chine. Les Chinois travaillent aussi sur l'exploration. Ils travaillent dans les mêmes domaines, l'utilisation des ressources. Ils ont aussi les mêmes problématiques. Et je sais qu'ils travaillent aussi sur les aspects juridiques. Ils ont pas mal de juristes qui travaillent sur cette question de construire un droit international qui permette à tout le monde de coexister et finalement à chacun de conduire son programme. Voilà. Mais vous avez tout à fait raison. Bien sûr, ça serait bien que l'Europe soit un des grands acteurs de cette aventure. J'ai encore une question, décidément. Je me posais la question. On ne met pas de satellite en orbite autour de la Lune. Si, bien sûr. Ok, mais du coup, comment est-ce qu'on pourrait empêcher pour qu'un satellite, on va dire peut-être à utilisation un peu moins scientifique, comme il y en a autour de la Terre, qui sont plus d'origine militaire, soit utilisé aussi là-haut, sachant que c'est des satellites qui sont moins connus et qui généralement seront plutôt discrets. Est-ce qu'on peut empêcher par la loi de mettre en pratique toute une logique militariste qui sera de facto mise en place par les différents États qui voudront avoir la main, chacun d'une manière ou d'une autre, sur l'endroit où ils sont, parce que les ressources en régolithes sont plus intéressantes ou en minerais précieux, quels qu'ils soient. Est-ce qu'on peut vraiment empêcher, ou juste on doit espérer, croiser les doigts et se baser sur la bonne foi, quasi inexistante par exemple des États-Unis ou de la Chine, mais est-ce qu'on peut imaginer, nous en tant qu'Européens et l'ESA par exemple, faire confiance à des partenaires qui n'ont peut-être pas la même vision que la nôtre, un peu communautaire, pardon.
Désolé. Oui, ben, il faut se parler, hein, c'est tout à fait, vous avez raison. Il n'y a pas d'élément coercitif. Hein. Déjà, il n'y a pas vraiment une gouvernance mondiale sur Terre. Elle est, je dirais, consultative, comme nous voyons tous les jours, et pas toujours suivie. Sur la Lune, c'est pareil. Il n'y a pas de police de l'espace. Par contre, je pense que le partage des informations, je me trompe peut-être, là je me retourne vers mes collègues, est relativement raisonnable. On sait quels sont les engins qui sont envoyés vers la Lune, je pense. On sait à peu près ce qu'ils font. Et donc, sur le thème partager l'information, ça c'est un élément très très important. Si tout le monde sait ce que font tous les autres, ça aide beaucoup, en particulier à établir les règles. Et c'est le cas pour l'instant. Justement, sur le fait de partager les informations, je me pose la question des ressources lunaires qui pourraient être exploitables. Et justement, vous parlez d'approche soutenable de l'exploitation de la Lune. Il était question à un moment donné de l'isotope 3 là, pour faire de la fusion nucléaire. Voilà. Je me demande, est-ce qu'on a une connaissance plus riche aujourd'hui de quelles sont les ressources qui seraient exploitables, parce qu'il y a des gens qui vont aller les exploiter, hein, c'est inévitable, et en particulier aux États-Unis. Alors, je vais peut-être demander à mon collègue Jean de compléter, mais ce que je dirais pour faire bref, on ne connaît pas bien les ressources lunaires, et faire l'inventaire des ressources, y compris de l'hélium-3, mais pas seulement, je pense que ça fait partie des choses qui sont encore à faire. Et la démonstration du fait que ces ressources sont limitées et sont utilisables. Nos collègues américains, ils ont une terminologie dans laquelle ils distinguent ce qu'ils appellent les ressources de ce qu'ils appellent les réserves. Les ressources, c'est ce qui existe, mais qui n'est pas forcément utilisable. Les réserves, c'est ce qu'on peut vraiment extraire et utiliser. Ça reste à faire. Jean, tu as sûrement des idées sur le sujet. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste, mais ça fait longtemps que j'en entends parler d'hélium-3, et je crois que à chaque fois, quand même, on se dit, mais on n'est pas prêt de l'utiliser, puisqu'on ne maîtrise absolument pas les centrales, enfin la réaction chimique qu'il faudrait mettre en œuvre. Et donc, il faudrait beaucoup d'années de recherche avant de passer de la disponibilité de l'hélium-3 à finalement la production d'énergie. Donc, peut-être qu'à un certain moment, tout ça sera d'actualité, mais pour le moment, ça ne l'est pas. Alors, on sait à peu près où sont les zones sur la Lune où est l'hélium-3. C'est des surfaces assez grandes. On sait que l'hélium-3 est très dilué, donc il faudrait brasser beaucoup de régolithes pour trier l'hélium-3. Mais le problème, c'est qu'économiquement, on ne saurait pas qu'en faire si on le ramenait sur la Terre. Donc, la question pourra se poser un jour, mais ce n'est pas une question d'actualité aujourd'hui. Oui, j'avais une question là qui me turlupine depuis très longtemps. Quand on fait pose la question qui tue là. Ça... Non, c'est pas ça. Mais quand on fait des sondes lointaines, ou pas très lointaines d'ailleurs, vers Mars et puis tous les corps du système solaire, pratiquement, nous sommes intraitables sur le plan de la stérilisation des sondes. Quelle certitude avons-nous ? Avons-nous une certitude absolue que la Lune est complètement stérile ? Ça, c'est et donc, accessoirement, si on ramène des échantillons, si on ramène des éléments de la Terre vers la Lune, et inversement, si on ramène des échantillons lunaires sur Terre, quelles précautions doit-on prendre pour éviter de contaminer, effectivement, la Lune avec nos propres bactéries, virus et tout le bastringue ? Voilà la petite question qui me turlupine. Ah bah oui, c'est une petite question qui est une grosse question en fait. Dans mes souvenirs, à l'époque d'Apollo, quand les astronautes revenaient, ils avaient une quarantaine prolongée, si je me souviens bien. Donc on était très sensibles à ce sujet. Vous vous souvenez, on les voyait dire bonjour à travers les hublots, là, pendant le temps où on vérifiait effectivement qu'ils n'allaient pas contaminer le reste de l'humanité. Je ne sais pas pourquoi cette barrière est tombée, en fait, mais aujourd'hui, la Lune n'est pas classée dans une catégorie de protection planétaire élevée. Donc, effectivement, les barrières sont beaucoup plus basses que pour un corps comme Europe, dont j'ai parlé tout à l'heure, ou Mars, bien sûr. Et je ne sais pas exactement pourquoi, mais tu as raison,
on peut pas totalement éliminer la possibilité d'une contamination et d'un transfert de spores, par exemple, entre les deux mondes. Jean, tu connais ça? Non, mais dans les réflexions qu'on a menées ensemble, on a bien vu que certaines personnes s'alertent de ce sujet précisément. Il reste quand même que c'est assez peu probable que l'on contamine la Lune et inversement. Et on suppose que s'il y a des zones où on peut trouver des traces de bactéries, enfin d'éléments qui sont morts, ça serait intéressant. Donc on se dit qu'il ne faudrait pas en amener avant qu'on ait pu voir ce qui existe déjà. Quant à trouver des traces de vie qui pourraient finalement contaminer la Terre, c'est vrai que c'est mis au niveau d'un risque tellement faible que la plupart des gens s'assoient dessus, complètement. Ça, c'est vrai. On demandera à ma collègue Athéna Koustenis, présidente du panel sur la protection planétaire du COSPAR, ce qu'elle en pense. Bonsoir. J'étais tout à l'heure à la Cité de l'Espace et on nous a posé une question. On nous a dit que fait l'astronaute lorsqu'il quitte la Lune pour rentrer sur Terre? Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais en tout cas, la réponse, je vous la donne. Il dépose tous ses déchets sur la Lune. Voilà ce qu'on nous a dit. Alors, moi, je voudrais savoir si ça continue, c'est comme ça que ça se passe, et on en est à combien de déchets déposés? Alors, on va dire que pour l'instant, vous avez raison, c'est encore un petit volume, mais bien sûr, le problème va se poser à partir du moment où on commence à avoir une plus grande fréquentation. Donc, ça fait partie de la problématique. Je ne suis pas rentré dans le détail de ce domaine, mais bien sûr, il fait partie complètement du sujet. Quand on a parlé de protection de l'environnement, ça veut dire aussi savoir ce qu'on fait des déchets et comment on les recycle. Donc il faudra des méthodes pour ça. C'est le cas aussi pour les déchets qui sont produits sur la Station spatiale internationale et d'autres. J'aurais une question d'ordre... Encore une, décidément. J'aurais une question surtout d'ordre énergétique. Une des énergies les plus propres, en tout cas, celle qui émet le moins, c'est le nucléaire, jusqu'à preuve du contraire. Et je me posais la question, est-ce qu'il serait faisable, pour l'alimentation des bases lunaires, d'utiliser des réacteurs nucléaires peut-être pas aussi importants, peut-être plus faibles, et si c'était le cas, est-ce que ce serait dangereux d'envoyer des ressources, des ressources, l'alimentation du réacteur, depuis la Terre jusqu'à là-haut, et une fois là-haut, est-ce qu'il y aurait une solution pour pouvoir s'en débarrasser ou les réutiliser, par exemple? Oui, alors là, vous élargissez la question avec les déchets nucléaires, oui. Alors là, évidemment, le nucléaire en tant que source d'énergie dans l'espace, effectivement, c'est quelque chose qu'on pratique. Les sondes pour l'espace lointain, dès qu'elles vont au-delà de Jupiter, actuellement, elles ont besoin de générateurs radioisotopiques à bord. Ça, c'est pas de la fission, mais c'est quand même de la production d'énergie. Sur la Lune, et je crois qu'aussi sur Mars, ça a été envisagé d'avoir des petits réacteurs nucléaires qu'on puisse effectivement contrôler et qui soient à la taille du besoin d'énergie. Alors, quelles sont les ressources pour le matériau fissile? Là, j'avoue que je donne la langue au chat. Jean, tu as une idée? Alors, pour les ressources précisément, non, mais les petits réacteurs de la classe 1 ou 2 mégawatts, bien sûr que ça a été envisagé. D'ailleurs, on a supposé dès les années 90 ou 2000, on a supposé que l'orientation sur Terre vers des réacteurs plus petits pourrait trouver une convergence avec les besoins qu'on aurait pour Mars ou pour la Lune, ou même pour les transits, parce que quand on va aller sur Mars, on a envie de la propulsion à haute impulsion spécifique, donc on a besoin d'énergie, et donc la question de réacteurs à bord des engins qui font le transit, elle se pose aussi. Il faut noter qu'en Antarctique, je pense qu'il y a de l'énergie nucléaire, mais il est strictement interdit de déposer des déchets nucléaires. Ça, c'est une règle qui apparaît clairement dans la réglementation. Et donc sur la Lune, je suppose qu'on aurait la même règle, mais il est vrai que le problème de base, c'est le risque d'accident. C'est plus facile d'assurer un transfert dans l'Antarctique sans accident que d'assurer un transfert vers la Lune sans accident. Enfin, quand je dis il faut aller vers la Lune, il faut pouvoir enlever les déchets en les renvoyant quelque part dans l'espace, pas en les laissant sur la Lune. Donc on accumule les risques et
je ne suis pas sûr que ce problème aujourd'hui soit maîtrisable correctement. On sait qu'à Kourou, par exemple, on a toujours l'interdiction de lancer des éléments, même si ce n'est pas des réacteurs, c'est des RTG, les systèmes qui jouent uniquement sur la décomposition naturelle. On n'a toujours pas le droit de lancer depuis Kourou à cause des risques d'accident. Donc, mettre des centrales nucléaires sur la Lune, être capable d'évacuer les déchets, ça reste un défi et je ne suis pas sûr qu'on ait des réponses encore. Merci à Jean pour la réponse. Bien, eh bien, je remercie l'assistance pour ces nombreuses questions et plus encore Michel pour les réponses à ces questions et avec la participation de Jean. Donc ceci clôt notre séance ce soir et simplement je vous annonce la prochaine session sera comme d'habitude le dernier mardi du mois prochain. Ce sera donc, alors si je trouve, je vais peut-être le trouver. Voilà. Ça sera le mardi 26 novembre à 18h, ici comme d'habitude. Et ça sera cette fois-là consacré à l'aéronautique. Quels sont les challenges que doivent relever les aéroports européens à l'horizon 2050 ? Donc, comme vous savez, là, il y a plein de gens qui réfléchissent au futur de l'aviation, plus ou moins décarboné, avec des différents ergols pour remplacer le kérosène. Ceci dit, les avions, ça vole partout, hein, donc ça suppose que les aéroports soient équipés. Si on parle de l'hydrogène, par exemple, vous imaginez ce que ça peut être implanté dans tous les aéroports du monde, de quoi ravitailler des avions avec de l'hydrogène. Un truc fantastique. Bon, donc cette présentation aura lieu donc mardi 26 novembre, et l'orateur sera M. Frank Goldnadel, qui est le président des aéroports de la Côte d'Azur. Voilà, et donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance, et ce sera la dernière de l'année, puisque en décembre, il n'y a pas de conférence.